Dans cette histoire, le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les menaces tarifaires les plus bruyantes, il est enfoui dans l'uranium, les contrats, les réacteurs et la chaîne d'approvisionnement canadienne discrète que Washington ne peut pas remplacer facilement. L'histoire la plus bruyante entre Washington et Ottawa en ce moment concerne le bois d'œuvre, les produits laitiers, l'aluminium et l'automobile. C'est cette histoire qui domine chaque gros titre et chaque segment des chaînes d'information, mais sous tout ce bruit, sous les tarifs douaniers, les discours et l'affrontement public, il y a une matière première plus discrète qui se trouve au centre de toute la relation de pouvoir nord-américaine. Elle ne provoque pas de querelles quotidiennes à coups de déclarations. Elle apparaît rarement dans les gros titres et elle pourrait maintenant être l'histoire cachée la plus importante dans la relation Canada-États-Unis depuis une génération, parce que dans le théâtre commercial à la Trump, le micro le plus bruyant pointe souvent dans une direction, pendant que le vrai levier se trouve tranquillement ailleurs. Cette matière première, c'est l'uranium. Et son origine pourrait déterminer qui détient réellement la position la plus forte dans cette guerre commerciale. Environ un quart de chaque kilogramme d'uranium consommé par le parc nucléaire commercial américain, un quart du combustible qui soutient le plus grand parc de réacteurs sur Terre, provient d'une seule province, dans un seul pays, à partir de 2 mines souterraines. Ces mines se trouvent dans le nord de la Saskatchewan. Elles appartiennent à la même entreprise canadienne et sont exploitées par elle. Elles produisent un minerai d'uranium parmi les plus riches jamais trouvés sur la planète. La province, c'est la Saskatchewan. L'entreprise, c'est Cameco Corporation, dont le siège social est à Saskatoon. Les mines sont McArthur River et Cigar Lake. La formation géologique est le bassin de l'Athabasca, une structure de roches sédimentaires vieilles de 500 millions d'années, avec des teneurs en uranium pouvant atteindre jusqu'à 100 fois la moyenne mondiale, pas 10 fois, 100 fois, selon les propres critères mesurables de l'industrie. Il s'agit de l'un des gisements d'uranium les plus stratégiquement précieux sur Terre. Et pendant que Donald Trump intensifiait publiquement une guerre commerciale contre le Canada, le gouvernement fédéral des États-Unis s'engageait discrètement dans un partenariat de 80 milliards de dollars autour de cette même structure nucléaire contrôlée par des intérêts canadiens afin de construire la prochaine génération de réacteurs commerciaux américains. C'est une étrange forme de fermeté criée contre Ottawa en public, puis compter discrètement sur la Saskatchewan quand les réacteurs ont besoin de combustible. La plupart des couvertures médiatiques traitent ces dossiers comme des histoires séparées. Ce ne sont pas des histoires séparées, c'est la même histoire. Et plus je regarde en profondeur, plus cela devient clair. Ce qui s'est réellement passé, c'est en mai 2024. Le président Biden a signé une loi bipartisane interdisant les importations d'uranium enrichi russe. Cette catégorie de combustible fournissait auparavant environ 20% de l'ensemble du parc de réacteurs nucléaires des États-Unis. Un réacteur américain sur 5 dépendait directement ou structurellement du combustible russe. L'interdiction est entrée en vigueur 90 jours plus tard. À la mi-août 2024, chaque compagnie américaine exploitant un réacteur nucléaire faisait face à la même réalité stratégique. L'approvisionnement russe devait être remplacé. Ce n'était pas une question théorique. Les réacteurs fonctionnaient déjà, le combustible était déjà consommé, l'approvisionnement de remplacement devait venir de quelque part. À grande échelle, il n'existe que 2 solutions viables. Le Canada en est une, le Kazakhstan est l'autre, mais le Kazakhstan comporte une exposition structurelle au risque de sanctions secondaires en raison de ses coentreprises avec des producteurs appartenant à l'État russe. Ces relations placent environ 41% de la production mondiale d'uranium dans une catégorie politiquement vulnérable. La réalité opérationnelle est encore plus restrictive. Le Kazakhstan dépend fortement des infrastructures russes de traitement et d'enrichissement. La Russie contrôle environ 40% de la capacité mondiale de traitement de l'uranium et près de la moitié de la capacité mondiale totale d'enrichissement. En pratique,
La chaîne d'approvisionnement de l'uranium kazakh passe par les infrastructures russes. Lorsqu'une compagnie américaine achète de l'uranium kazakh, elle achète une matière première dont le traitement en aval se trouve dans un système que Washington a déjà identifié comme adversaire. Il reste donc le Canada, il reste la Saskatchewan, il reste Cameco, il reste le bassin de l'Athabasca. Sur le plan opérationnel, il n'existe aucune autre réponse propre. Les slogans tarifaires peuvent sembler simples derrière un pupitre, mais les chaînes d'approvisionnement ont la fâcheuse habitude de lire les petits caractères. Maintenant, regardons ce que l'administration Trump a fait le 23 mai 2025. En une seule journée, le président a signé 4 décrets visant à accélérer l'expansion de l'énergie nucléaire américaine. Ces décrets fixaient l'objectif de quadrupler la capacité nucléaire américaine d'environ 100 gigawatts en 2024 à 400 gigawatts d'ici 2050. Soit l'ajout de 300 gigawatts de nouvelles capacités de production nucléaire. Les décrets exigeaient que 10 nouveaux grands réacteurs soient en construction d'ici 2030. Ils accéléraient les permis pour les modèles de réacteurs avancés. Ils restructuraient la commission de réglementation nucléaire. L'administration a présenté ce cadre comme un geste décisif pour mettre fin à l'influence russe sur l'énergie propre américaine. Mais les décrets ont laissé presque entièrement de côté une question opérationnelle. D'où viendrait l'uranium ? C'est généralement la partie qu'on oublie dans le discours de victoire, juste après les applaudissements et juste avant l'arrivée de la facture, parce que la réponse en 2025 était Cameco, la réponse en 2026 est Cameco, et au moins jusqu'au début des années 2030, la réponse reste Cameco. Il n'existe aucune autre source d'uranium naturel capable de remplacer la production de la Saskatchewan au volume requis par le parc nucléaire américain, selon l'échéancier imposé par le fonctionnement des réacteurs américains et à un prix concurrentiel avec les contrats d'approvisionnement existants. L'arithmétique ne mène proprement dans aucune autre direction, puis, en 2025, Cameco a annoncé une réduction de production. L'exploitation de McArthur River et Kelec, le plus grand complexe de mines et d'usines de concentration d'uranium à haute teneur sur Terre, a révisé à la baisse ses prévisions de production pour 2025 à environ 14 à 15 millions de livres d'oxyde d'uranium contre un objectif antérieur d'environ 18 millions de livres. Ce n'est pas un ajustement mineur, c'est une réduction significative venant de la mine d'uranium, la plus stratégiquement importante de la planète, annoncée la même année où Donald Trump signait des décrets exigeant une expansion massive de la capacité nucléaire américaine, au moment même où le flux d'uranium russe était en train d'être définitivement interrompu. Au moment précis où les compagnies américaines entraient dans le plus grand cycle de contrats à long terme pour le combustible nucléaire depuis plus de 4 décennies, l'offre se resserrait, la demande se multipliait et l'entreprise canadienne au centre de toute cette structure avançait selon son propre calendrier commercial en orientant sa production vers les clients et les contrats offrant les meilleures conditions à long terme. La question devient inévitable. Si Washington affronte publiquement Ottawa, mais dépend en privé de l'uranium de la Saskatchewan pour maintenir sa stratégie nucléaire en vie, qui détient réellement la position la plus forte, et c'est là que le scénario de la fermeté commerciale commence à ressembler moins à un levier de pouvoir qu'à une conférence de presse à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement. Maintenant, tout cela doit être mis en parallèle avec ce que fait le gouvernement Carney. Parce que le calendrier est crucial. En octobre 2025, Cameco et Brookfield Asset Management, 2 entreprises canadiennes et copropriétaires de Westinghouse Electric Company, à hauteur de 50 et 1% et 49% respectivement, ont conclu une feuille de modalité contraignante avec le département du commerce des États-Unis. Le partenariat visait à accélérer le déploiement mondial de la technologie de réacteurs nucléaires de Westinghouse et à reconstruire la base industrielle de l'énergie nucléaire aux États-Unis et à l'étranger.
la valeur cible des constructions de réacteurs engagées dans le cadre de ce partenariat a été fixée à 80 milliards de dollars. Les réacteurs concernés sont du modèle AP, un 000, le réacteur à eau pressurisé de génération 3, le plus performant actuellement en production commerciale. Mais c'est la structure de l'accord qui rend ce dossier politiquement explosif. Le gouvernement des États-Unis reçoit une participation lui donnant droit à 20% des distributions de trésorerie de Westinghouse au-delà d'un certain seuil, mais seulement si et lorsque le gouvernement prend une décision finale d'investissement et conclut des accords définitifs pour achever la construction de nouveaux réacteurs Westinghouse aux États-Unis pour une valeur combinée d'au moins 80 milliards de dollars, au milieu d'un différend commercial actif avec le Canada. Le gouvernement fédéral des États-Unis a officiellement lié son propre avantage financier à la construction d'au moins 80 milliards de dollars de nouveaux réacteurs nucléaires commerciaux utilisant une technologie appartenant à une entreprise contrôlée par des intérêts canadiens. Le partenariat est documenté, il est signé. C'est la principale voie opérationnelle du département de l'énergie pour mettre en œuvre le cadre d'expansion nucléaire annoncé par Donald Trump en mai 2025. Ainsi, pendant que le marketing politique parle d'affrontement, le langage des contrats dit discrètement dépendance. Mark Carney n'a pas eu besoin de faire un discours dramatique à ce sujet. Il n'a pas eu besoin de briefer les journalistes, ni de lancer des menaces. Le partenariat a avancé parce que la logique commerciale, l'architecture juridique et la nécessité opérationnelle étaient déjà alignées. Le levier le plus décisif est presque toujours le moins bruyant. Il n'apparaît pas toujours dans les discours. Il existe dans les contrats les structures de propriété, les cycles du combustible et les réalités géologiques. C'est le genre de levier que personne n'a besoin de brandir. Parce que tous ceux qui sont à l'intérieur du système savent déjà que la menace n'a pas besoin d'être prononcée. L'administration Trump ne peut pas abandonner la voie Westinghouse sans affaiblir les décrets qui définissent l'une des initiatives énergétiques centrales du second mandat Trump. Mais ces décrets ne peuvent pas être exécutés de façon réaliste sans Cameco. C'est le cœur du levier de Cameco. Il ne réside pas dans la rhétorique publique, il réside dans les structures de propriété, les contrats à long terme et la géologie. Aucun décret ne peut déplacer le bassin de l'Athabasca. Aucune annonce tarifaire ne peut créer instantanément une chaîne d'approvisionnement, de remplacement. Aucun affrontement télévisé ne peut fabriquer de l'uranium à haute teneur à grande échelle. Le bassin de l'Athabasca ne produira pas plus d'uranium en 2026 simplement parce que Washington le veut. Une signature peut déplacer une politique sur papier, mais elle ne peut pas faire surgir de nulle part un bassin d'uranium de calibre mondial. La plus récente évaluation du cycle du combustible de la World Nuclear Association situe le délai de développement de nouvelles mines d'uranium à environ 10 à 20 ans. De l'exploration initiale à la première production commerciale, toute nouvelle mine qui pourrait entrer en service à la fin des années 2030 ne ferait rien pour résoudre le déficit d'approvisionnement qui apparaît à la fin des années 2020 et au début des années 2030. Sa contribution à ce problème immédiat est opérationnellement nulle. Et du côté de la demande, le ralentissement n'est pas au rendez-vous. La Chine compte actuellement environ 30 réacteurs en construction et bien plus de 100 autres en planification ou à l'état de projet proposé. L'Union européenne revient sur des années de politique de sortie du nucléaire. Le Japon redémarre des réacteurs arrêtés depuis Fukushima. La République tchèque a approuvé une expansion nucléaire de plusieurs milliards de dollars, à laquelle Westinghouse participe déjà. Le Royaume-Uni a confirmé un financement majeur pour Sizewell C. La Corée du Sud agrandit son parc commercial. Le Vietnam relance son programme nucléaire longtemps gelé. L'Arabie saoudite se dirige vers ses premiers projets nucléaires commerciaux. Chacun de ces programmes a besoin d'uranium. Chacun entre en concurrence pour le même bassin limité de production de la Saskatchewan, sur lequel les États-Unis ont construit leur stratégie nucléaire post-russe. La norme a changé. Pendant des décennies, les compagnies américaines ont fonctionné avec l'idée que l'uranium était une matière première mondialement interchangeable, pouvant être obtenue auprès de différents pays, par différents canaux, à des prix concurrentiels et avec une exposition politique minimale. Cette idée ne tient plus.
La nouvelle hypothèse est que les compagnies occidentales doivent s'approvisionner en uranium auprès de fournisseurs politiquement alignés, et la base de fournisseurs politiquement alignés est limitée. Le Canada est la pierre angulaire de cette base. La Saskatchewan est la pierre angulaire de la position canadienne dans l'uranium. Cameco est la pierre angulaire de la Saskatchewan. C'est la partie gênante pour la politique tarifaire. La petite base de fournisseurs n'est pas impressionnée par le volume sonore de campagne. Le gouvernement Carney n'a pas eu besoin de transformer quoi que ce soit en armes. Il n'a pas eu besoin de menacer de restrictions ni de politiser Westinghouse. Il a seulement eu besoin de laisser les contrats existants se poursuivre, de laisser les partenariats existants avancer et de laisser la réalité géologique existante faire le travail structurel de tenir la ligne de négociation. Le gouvernement Carney a aussi construit discrètement l'infrastructure destinée à renforcer cette position. Le Fonds Canada Fort a été activé plus tôt cette année en désignant les minéraux critiques comme secteur prioritaire pour le déploiement de capitaux, l'uranium, selon tous les systèmes de classification qui comptent, est un minéral critique. Le cadre canadien de déploiement de capitaux nationaux est maintenant structurellement aligné avec l'expansion commerciale de Cameco et de l'ensemble de l'industrie de l'uranium en Saskatchewan. Cameco elle-même a signé d'importants accords d'approvisionnement au cours des 2 dernières années avec des compagnies européennes en Ukraine. En Bulgarie, en République tchèque, en Slovaquie et en Finlande, des pays qui réorientent leurs besoins en combustible loin des contrats russes de Rosatom. Le schéma est constant. Le combustible russe est remplacé. Le combustible canadien devient l'alternative principale. L'architecture de remplacement n'est plus théorique. Elle est opérationnelle. Elle est financée. Elle se construit sous les yeux de Washington. Et Washington dispose d'un levier structurellement limité pour la perturber. Autrement dit, le marché a déjà commencé à voter et il n'attend pas un autre grand moment dramatique au pupitre de Trump. 3 voies possibles se dessinent pour les 18 à 36 prochains mois. La première voie, optimiste, est que l'administration Trump reconnaisse la profondeur de la dépendance américaine à l'uranium canadien et exclue explicitement l'uranium de tout cadre d'escalade tarifaire. Les tarifs sectoriels se poursuivent sur le bois d'œuvre. Les produits laitiers, l'acier, l'aluminium et l'automobile, mais l'uranium est officiellement protégé. Le partenariat Westinghouse avance selon le calendrier prévu. Les compagnies américaines continuent de recevoir de l'uranium naturel fourni par Cameco dans le cadre des contrats existants. La relation bilatérale s'installe alors dans un équilibre plus bas, mais plus stable, où l'uranium canadien est reconnu comme une matière première stratégique non tarifable. Ce serait le résultat le plus propre, mais sa probabilité est faible, non pas parce que la logique est faible, mais parce que rien dans la posture récente de l'administration ne laisse croire à une volonté institutionnelle de reconnaître qu'une catégorie entière de matières premières se situe au-delà du levier tarifaire normal. Admettre que l'uranium échappe au jeu des tarifs exigerait une compétence politique rare, dire la partie silencieuse avec exactitude